Mortel. Vous écoutez Visite Mortelle. Le samedi 20 juillet 2024 à 10h, on a retrouvé Camille Pex au Père-Lachaise à Paris. Plus connue sous le pseudo Mère Lachaise, elle nous a guidés à travers les chemins sinueux du cimetière pendant plus d'1h30 à la découverte de ses tombes favorites. Le cimetière du Père-Lachaise est un lieu mythique de Paris, qui a acquis une renommée à l'international de par sa situation géographique et son aspect paysager. C'est le plus grand espace vert de Paris, avec pas moins de 42 hectares. Il ouvre ses portes le 21 mai 1804, en dehors des limites de Paris, sur le Mont Louis. C'est l'architecte Alexandre Théodore Brongniart qui est chargé de son aménagement, tel un jardin à l'anglaise, sur une colline, avec une végétation importante. D'ailleurs, les Parisiens et Parisiennes mirent du temps à accepter ce nouveau lieu d'inhumation. Il fallut un coup marketing de génie pour que les habitants et habitantes s'approprient le cimetière. On transféra alors les dépouilles du couple mythique Héloïse et Abélard, ainsi que celles de La Fontaine et de Molière. C'est ainsi que le tout Paris commença à se faire inhumer là. Le cimetière de l'Est accueille aujourd'hui plus de 3 millions de visiteurs par an et reste un cimetière en activité avec plus de 10 000 opérations funéraires tous les ans. Cimetière patrimonial, un grand nombre de personnages illustres y reposent. Mais êtes-vous capable de citer spontanément plus d'une dizaine de femmes inhumées là, qui n'ont pas été muses d'eux, femmes d'eux ou maîtresses d'eux ? A priori, on cite plutôt des noms d'hommes, et ce sont ces derniers qui apparaissent dans la mémoire collective, et dont les tombes sont les plus visitées et les plus demandées par les visiteurs à l'entrée du cimetière. C'est le constat très parlant sur l'état actuel de la visibilité des femmes dans l'espace public et dans la culture que Camille a pu faire, et on a souhaité recueillir son témoignage. Comment ces femmes sont-elles mises en avant ? Sont-elles si visibles que cela ? Qu'est-ce que cela raconte de notre société ? On vous embarque pour la première partie de cette visite dédiée au matrimoine funéraire. Donc, je m'appelle Camille Pex, je suis journaliste et je me balade dans les cimetières à la recherche des tombes des femmes oubliées ou moins oubliées, notamment et surtout au Père-Lachaise. Ça a commencé parce que je me suis installée il y a quelques années pas très loin du Père-Lachaise. Donc je passais beaucoup de temps au Père-Lachaise parce que c'était mon parc à proximité. Et à force d'y aller, d'aller sur les tombes, de découvrir cet endroit et d'apprendre à l'aimer, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps, je n'allais voir que les tombes des hommes. Donc je me suis un peu auto-tapée sur les doigts en me disant que c'était un peu problématique quand même pour une meuf féministe de même jamais se poser la question de où étaient les tombes des femmes au Père-Lachaise. Et au début, j'ai commencé à faire un peu un document sur lequel je notais des tombes intéressantes de femmes pour pouvoir amener mes potes, mes copines notamment, en balade au Père-Lachaise et ne pas juste les amener sur les tombes des hommes, quoi, parce qu'elles allaient s'en rendre compte plus vite que moi. Donc j'ai fait un peu une espèce de document qui a commencé à prendre une ampleur pas possible assez rapidement, parce qu'en fait il y a tellement de profils passionnants, on peut retracer vraiment à travers le Père-Lachaise plein de morceaux de l'histoire de France, de l'histoire de l'immigration, de l'histoire des luttes sociales, de l'histoire des luttes féministes. Enfin, c'est assez fou en fait, un cimetière dans lequel on voit vraiment 200 ans d'histoire, quoi, parce que c'est quand même un cimetière assez récent qui date de 1804. C'est quand même de l'histoire assez récente, mais voilà. Et donc après, avec toute cette masse d'informations dont je savais pas quoi faire, j'ai commencé par faire un compte Instagram sur lequel je racontais assez rapidement les profils des femmes enterrées au Père-Lachaise, avec des petits dessins pour leur redonner un peu un corps, quoi. Et c'est devenu ensuite un livre quelques années plus tard. Le truc dont je me suis rendu compte, dont plusieurs personnes se rendent compte, mais c'est que, comme dans le monde des vivants, le patriarcat s'exerce également au cimetière et du coup, les femmes y ont une place bien moindre que les hommes. On le voit de plein de manières différentes. Au Père-Lachaise, on le voit beaucoup avec les plans officiels du cimetière sur lesquels il n'y a quasiment pas de nom de femmes, qui sont des plans des tombes les plus demandées, donc ensuite c'est un système qui s'auto-alimente. Le statuaire aussi au Père-Lachaise, les bustes, les statues sur les tombes des hommes les représentent souvent, alors que les représentations des femmes sont des pleureuses, des allégories, voilà. En fait, il y a plein de manières dont on voit au Père-Lachaise et au cimetière en général
l'effacement des femmes, leurs noms qui sont effacés au profit des noms de leur mari, avec écrit Madame Veuve, le nom du mari, etc. Et en fait, donc, c'est un endroit où on a une nécessité d'avoir une parole féministe et de faire remonter l'histoire des femmes, donc le matrimoine funéraire. Donc là, on est sur une tombe qui est plutôt une tombe assez visitée au Père-Lachaise. La personne qu'on vient y voir, c'est Jeanne d'Alcy, mais elle est surtout connue pour être la tombe de Georges Méliès, qui était le mari donc, de Jeanne d'Alcy et un cinéaste, pionnier du cinéma. Donc c'est une tombe qui a été nettoyée, il y a eu une souscription récemment parce qu'elle était vraiment dans un sale état. Elle est assez propre, elle est assez belle comme ça. Il y a un buste de Méliès qui est super beau avec sa petite moustache et ses rides d'expression un peu rieur au coin des yeux et son nom en énorme avec écrit créateur du spectacle cinématographique. Et ensuite c'est une tombe familiale, donc il y a aussi d'autres personnes de sa famille. Et la dernière personne qui est citée tout en bas, c'est donc Jeanne d'Alcy, mais qui est pas son nom sur la tombe, c'est pas Jeanne d'Alcy, c'est Madame Veuve Méliès, née Charlotte Fayès, donc son nom de naissance. Jeanne d'Alcy, c'était un peu une de mes préférées. C'est vraiment une histoire assez folle, avec plein de rebondissements, et du coup je l'aime beaucoup. Quand elle est née, elle s'appelait Charlotte Fayès, dans une famille plutôt bourgeoise. Elle s'est mariée assez jeune à un notaire, donc elle avait un peu une vie toute tracée devant elle. Là, à ce moment-là, elle a changé de nom. Elle est devenue Fanny Magneux. En fait, elle avait plein de prénoms et elle les choisissait un peu, quoi. Elle se marie, elle a un peu une vie toute tracée devant elle. Et en fait, son mari meurt 2 ans plus tôt, alors qu'elle a une vingtaine d'années. Et donc, elle se retrouve seule, sans ressources. Elle sait pas trop quoi faire. Et en fait, elle est repérée par un de ses voisins qui lui dit « Viens travailler avec moi dans un théâtre, le théâtre Robert Houdin, qui est un théâtre d'un magicien. » Donc en fait, elle devient assistante de magicien. Et elle a des amants, elle se fait un peu entretenir, etc. Enfin, voilà. Donc Georges Méliès rachète le théâtre Robert Houdin. Il la rachète avec les meubles. C'est elle qui disait ça, genre il m'a trouvé avec les meubles. Et elle devient donc son assistante. Et c'est ensemble qu'ils se passionnent pour le cinématographe qui commence à naître, parce que Méliès y voit le moyen de faire des tours de magie à l'écran, quoi. Donc il se lance dans cette passion, lui, mais assisté de Jeanne qui se renomme, qui prend un nom d'artiste à ce moment-là, Jeanne d'Alcy, mais écrit à la moyenâgeuse, donc Johanne. Et donc tous les deux, ils se lancent dans cette passion ensemble, et elle devient en fait son actrice. Parce que, étant l'assistante du magicien, elle est la personne qui est filmée pour les tours de Méliès, quoi. Donc c'est en fait la première actrice du cinéma. La première personne dont c'est le métier, en tout cas qui est quelqu'un de récurrent à l'écran. Parce qu'on prenait des gens un peu à droite à gauche, et elle est vraiment genre dans tous les premiers films de Méliès. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'elle était toute petite, toute menue. C'est pour ça que c'était pratique qu'elle soit assistante, parce qu'elle était facile à escamoter. Donc le premier film qu'il fait avec elle, ça s'appelle Escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin. Donc c'est vraiment très simple. Elle est sur une chaise et en gros elle disparaît sous un voile, quoi. Il met un voile sur elle et hop, truc d'après, elle a disparu, il soulève le voile, enfin voilà. Et donc elle reste son actrice pendant un petit moment. C'est aussi son amante. Lui, il est marié à ce moment-là. Ensuite, c'est un peu confus cette période-là, mais en gros, elle a une maladie ou je ne sais pas quoi, elle doit se faire retirer l'utérus, elle grossit, donc elle apparaît plus à l'écran. Je sais pas si c'est genre voulu par elle ou si c'est un truc où on lui a dit ça suffit maintenant. Bon. En tout cas, elle arrête d'être actrice et elle passe du côté costume. Méliès a lancé sa société qui s'appelle Starfilm. Donc elle se met à travailler en coulisses de Starfilm, à gérer l'atelier des costumes. Et sachant que les costumes de Méliès étaient absolument magnifiques. C'était lui qui dessinait par contre, c'est lui qui dessinait tout. Elle était du côté confection, quoi. C'est vraiment un personnage un peu de l'ombre des débuts du cinéma. Et pas de l'ombre aussi parce qu'elle est devant la caméra, mais les crédits n'existaient pas vraiment, quoi. Ils n'étaient pas crédités les gens. Donc à la fois c'est un peu la première star du cinéma et à la fois son nom apparaissait pas, donc en vrai c'est pas si évident. Après il y a la Première Guerre mondiale qui se passe. Ils sont séparés par la force des choses, lui à sa femme. Ils vivent leur vie, quoi. L'un sans l'autre, ils se voient plus. Et ils se retrouvent quand ils ont une 60aine d'années. Lui est veuf, elle aussi. Elle est reveuve. Et en fait, à ce moment-là, ça y a une histoire, selon comment on la raconte, elle peut être vraiment très mignonne et très romantique et plutôt pragmatique. La version romantique, c'est donc ils se retrouvent à 60 ans, ils se remettent ensemble, ils se marient. Et ensuite, après, à la mort de Méliès, elle va être la personne qui va s'occuper vraiment de sa mémoire. La version un peu moins romantique, c'est qu'en fait, Méliès est assez déprimé, il travaille plus.
Les gens se sont désintéressés en fait de son cinéma. Toute la nouveauté, tout ce qu'il apportait au début, tout a été remplacé par le temps qui passe. Ça marche plus très bien pour lui. Il a brûlé son studio. Il y a eu plein un peu de coups d'éclat. Et ses enfants savent pas trop quoi faire de lui parce qu'il vit chez eux. Et quand du coup il retrouve Jeanne d'Alcy, ils lui disent tu veux pas le récupérer. Et elle accepte, mais à condition de devenir l'épouse officielle. Elle veut pas rester la maîtresse. Quand ils se retrouvent, Jeanne d'Alcy, elle a récupéré par un de ses amants une petite boutique de jouets dans la gare Montparnasse. Et donc c'est là où Méliès s'installe avec elle. C'est un endroit qu'il déteste. Pour lui c'est affreux, il a l'impression d'être en cage. Il se dessine avec une corde au cou, vraiment drama queen. Et voilà, ils élèvent ensemble la petite fille de Méliès dont la fille est morte, qui tenait la caméra depuis qu'elle était toute jeune pour son père, etc. Donc aussi femme assez intéressante, mais qui est morte très jeune. Donc il vit dans cette boutique pendant un petit moment, jusqu'au jour où en fait des jeunes cinéastes qui ont redécouvert son œuvre, donc pour qui c'est un génie oublié, ils savent pas ce qui est advenu de lui, etc., le croisent à la gare Montparnasse, tombent sur cette boutique à la gare Montparnasse, et du coup décident de le sortir de l'ombre, et le font s'installer dans une maison de retraite pour artistes, etc. Et là tout d'un coup il commence à avoir une espèce de deuxième vague de reconnaissance. Il meurt assez peu de temps après, mais après sa mort, du coup c'est Jeanne d'Alcy et la petite fille qui est devenue qui était une des créatrices aux origines de la Cinémathèque, qui a travaillé à la Cinémathèque toute sa vie et qui est la raison aussi pour laquelle la Cinémathèque est remplie d'œuvres de Méliès. Ils ont fait don de tout, des dessins préliminaires, et du coup ça a permis de remettre un coup de boost sur une œuvre qui avait été complètement oubliée et aussi beaucoup perdue vu qu'il avait cramé ses bobines. C'est l'histoire de Jeanne d'Alcy. Je savais qu'elle était enterrée avec... j'ai cherché pour savoir où elle était enterrée, mais bon, du coup c'était assez facile vu qu'elle est enterrée avec son mari. Je sais plus si c'est pas après avoir vu Hugo Cabret justement. Je m'étais demandé où elle était enterrée. Mais je connaissais pas du tout. En fait, d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai découvert l'histoire de Méliès, qui en fait est assez passionnante aussi. Et puis il y a des trucs assez fous. Son frère est parti aux États-Unis, créer une espèce d'antenne américaine de la Star Film, et il faisait des copies. Enfin, c'est pas exactement il faisait des copies, mais en fait tu pouvais pas vraiment copier des bobines à l'époque. Ou si tu pouvais, mais tu abîmais beaucoup la qualité. Donc ils s'étaient rendu compte que ce qu'ils pouvaient faire, c'était qu'ils mettaient 2 caméras quand ils filmaient. Du coup, ils faisaient 2 versions du film. Donc il y en a une qui était un peu plus à droite, une un peu plus à gauche. Donc c'est pas exactement le même film, mais presque. Et il envoyait les bobines, une aux États-Unis. Et du coup, grâce à ça a sauvé ses films, parce que ce con, il les a cramés, quoi. Moi, ce que je trouve assez fascinant aussi dans l'histoire de Jeanne d'Alcy, parce que c'est tellement différent quand on est sur des tombes de femmes dont c'était à leur mec de s'occuper de leur mémoire, totalement différent, quoi. Les meufs s'occupent beaucoup de la mémoire des gens avec qui elles ont vécu. Ça, c'est un truc qui arrive très souvent. Histoire un peu à l'inverse, quoi, c'est celle de Gerda Taro, qui est morte à 27 ans. Robert Capa avait tout le loisir de la transformer en personnage historique. Il l'a absolument pas fait. Il a fallu que, dans les années 90, il y ait une chercheuse qui mette toute son énergie sur ça et qui écrive une thèse sur elle. Et sans ça, elle était complètement oubliée, quoi. Donc tu vois la différence de mon mari meurt, je dois m'occuper de sa mémoire, je crée un mythe, alors que quand il est mort, c'était quasiment un paria oublié. Vous l'avez compris, le cas de Gerda Taro n'est pas isolé. Pour bien comprendre l'effacement de sa mémoire, nous souhaitions apporter quelques compléments d'information au récit de Camille. Gerda Taro est une photoreporter décédée en 1937 et inhumée dans la division 97 du Père-Lachaise. Sa vie a été totalement effacée et oubliée au détriment de son compagnon, le photographe Robert Capa. Lorsqu'ils se rencontrent tous les deux, la guerre civile espagnole éclate et ils rejoignent les troupes républicaines. Elle décède, écrasée par un char allié en 1937. Robert était lui retourné en France. Elle devient alors une icône antifasciste et ses funérailles rassemblent des milliers de personnes. Après la mort de sa compagne, Capa fait éditer un livre qui regroupe leurs photos d'Espagne. Le nom de Gerda Taro est avec le sien sur la couverture, mais à l'intérieur, les images ne sont pas signées. Des années plus tard, l'allemande Irme Schaber s'attelle à une biographie de la photographe.
Elle retrouve alors des photos de Gerda Taro, dont la signature a été recouverte par celle de son compagnon, ou par un tampon Magnum. Mais alors en quoi cette invisibilisation courante de l'histoire des femmes a-t-elle des conséquences sur la recherche aujourd'hui, notamment des lieux de sépulture ? Quelle est la méthodologie de Camille pour reconstituer leur parcours et retrouver leur sépulture ? Nous lui avons posé la question. Je me suis pas mal basée sur la presse de l'époque. Je me suis quand même un peu mis la limite, même si ça dépend des fois, de travailler quand même plutôt comme une journaliste que comme une historienne, donc plutôt avec des sources secondaires qu'avec des sources primaires. Sinon, vu qu'il y avait des centaines de profils, et en plus c'est très frustrant parce que j'écris très peu finalement. Si je passe un mois à aller aux archives pour un profil, c'est pas très... Enfin, ça sert pas à grand chose quoi. Mais ça dépend un peu parce que par exemple pour Jeanne Delcy, il y avait assez peu d'infos. J'ai rencontré une descendante, donc, dont la mère était la fille de Madeleine, la petite fille, et qui avait elle aussi bossé à la Cinémathèque. Ils avaient une association des Amis de Méliès. Et elle m'a filé par exemple tous les bulletins de l'association dans lesquels sa mère écrivait tous les mois. Ça arrive que j'aille un peu plus à la source. Je trouve aussi que dans les inégalités femmes-hommes sur les pierres tombales, c'est assez rare qu'il y ait écrit ce qu'a fait une femme dans la vie. Alors que les hommes, c'est très souvent écrit député, conseiller de Paris, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de plaques où il y a écrit ou artiste peintre, ou les médailles, nan. Et les femmes, c'est beaucoup plus rare. Ça arrive aussi, mais du coup, forcément, la plupart du temps, quand j'ai été intriguée par une plaque, c'est plutôt celle où il y avait écrit un truc. Je sais qu'il y a une tombe de Madeleine Smith Champion et sa sœur. Il y a vraiment écrit sur la tombe, il y en a une, il y a écrit genre photographe. Et les dates montraient que c'était globalement très tôt dans l'histoire de la photographie, donc ça m'avait un peu intriguée. Même un peu plus tard dans l'histoire de la photographie, il n'y avait pas énormément de femmes. Mais voilà, donc ça arrive que ça soit dans ce sens-là. Mais la plupart du temps, c'est dans l'autre sens. Nous quittons la division 64 en direction du rond-point des travailleurs municipaux, où se trouve une chapelle funéraire entourée d'une clôture métallique dans la division 54. Il s'agit de la tombe de Mathilde de Morny, dont l'histoire et la vie sont quasi inconnues, mais absolument passionnantes. C'est hyper beau là, avec toutes les plantes autour. C'est une énorme tombe, donc, parce que le Missy est l'enfant du duc de Morny, donc famille aristocratique extrêmement riche. Donc c'est un énorme tombe carrée avec des tourelles décorées, les armes de la famille au milieu, plein de petits détails sculptés. Elle est super belle. Je pense que c'est une tombe qui doit être beaucoup quand même photographiée, parce qu'elle est vraiment un carrefour, donc un endroit qui est vraiment un lieu de passage dans lequel les gens passent beaucoup. Donc je pense que c'est une tombe qui est beaucoup vue, probablement beaucoup photographiée. Mais comme c'est une tombe complètement fermée, on ne voit pas les noms, quoi. On voit Duc de Morny, ça peut évoquer quelque chose aux gens, Napoléon, etc. Mais on ne sait pas qui sont vraiment les gens qui y sont enterrés. D'ailleurs, même si on rentre à l'intérieur et qu'on colle son nez, on ne voit rien parce que la vitre elle est fumée. Mais oui, Missy est surtout connue via Colette, parce que c'était une amante de Colette. Donc Missy, c'est Mathilde de Morny, qui donc est née assignée femme à la naissance. On n'a pas vraiment d'informations sur sa transidentité, mais c'est assez établi qu'il y avait une fluidité de genre très certaine. Des fois, elle signait au féminin, des fois elle signait au masculin, des fois elle se faisait appeler par des prénoms féminins, des fois par des prénoms masculins, du style Max, oncle Max, ce genre de choses. Et elle portait un costume masculin, 3 pièces. Selon certaines rumeurs, ce serait faire une ablation de la poitrine et une hystérectomie, donc enlever l'utérus. Mais c'est pas vraiment tout à fait vérifiable. En fait, fin du 19e, début du 20e, belle époque, tout ça. Il y avait énormément de caricatures dans la presse de ce genre de personnages qui étaient considérés comme ridicules et déviants. Donc il y a aussi énormément probablement de rumeurs qui ont été colportées à droite à gauche, donc c'est difficile de vérifier les informations. J'ai été tombée sur un travail d'un chercheur trans en historiographie, qui du coup réfléchissait sur l'historiographie trans, qui disait en vrai c'est intéressant quand même de l'inclure dans la question des recherches historiques sur la transidentité, mais c'est aussi bien de pas forcément dire il était trans et de plutôt réfléchir sur la fluidité globale avec laquelle elle a vécu sa vie dans un contexte dans lequel ça n'existait pas du tout, quoi. Et donc c'est la personne avec qui a été la première liaison de Colette après sa séparation d'avec Willy. Donc elle se rencontre avec Colette en 1906.
Donc au moment où Colette s'apprête à quitter son mari Willy, qui l'utilise, qui est vachement plus âgé qu'elle et qui l'utilise comme prête-plume, donc pour qui elle écrit les bouquins Claudine, qui sont signés par lui. Donc elle s'affranchit de ce personnage qui est un peu la personne qui l'a intégré à la vie parisienne et fait commencer à écrire, certes, mais qui est surtout, qui utilise vraiment, genre qui draine son talent, quoi, et qui l'utilise. Et à ce moment-là, il y a une espèce de période un peu ultra scandaleuse pour Colette. Elle commence à affirmer sa bisexualité et sort avec des femmes. La première amante qu'elle a, c'est Missy. Elles font un truc qui est hyper scandaleux, c'est qu'elles jouent au théâtre une pièce, une pantomime qui s'appelle Rêve d'Égypte, dans laquelle Colette joue une momie sexy en bandelette, Et Mathilde Morny joue un archéologue qui vient trouver la momie et la réveille en l'embrassant sur scène. Donc elle joue cette pièce qui du coup fait totalement scandale, la police arrête la représentation, etc. Et finalement la pièce sera jouée avec quelqu'un d'autre que Missy. Enfin, ce qui est choquant, c'est que Missy joue un homme. Et donc deux femmes, en tout cas qu'elle considérait femmes à l'époque, s'embrassent sur une scène. Donc ouais, elles ont une liaison qui dure quelques années et qui est un peu orageuse, pas forcément du fait de Missy, plutôt du fait de Colette qui est un peu un chien fou et qui a envie de bouger, de crier, de parler, voilà. Et Missy est plutôt taciturne, calme, a une histoire familiale assez difficile avec sa mère qui l'a jamais vraiment aimée, a toujours dit qu'elle était moche. Enfin voilà, donc elle a un peu une espèce de chape un peu de plomb de dépression quand même sur ses épaules, et Colette est plus jeune et un peu faux folle et envie de s'amuser. Missy l'entretient quand même, elle lui achète une maison. Quand elle meurt, elle se suicide dans un contexte assez un peu d'isolement. Ce qui est assez intéressant, c'est que à la belle époque, les années 1910, c'est un moment assez foisonnant pour les lesbiennes de l'aristocratie, surtout quand même, pas du peuple. Mais il y a vraiment un moment où il y a toute une bande de meufs, Nathalie Barney, Renée Vivien, etc., qui montent des salons, qui s'affirment comme lesbiennes, qui font référence à Sappho, qui s'écrivent des lettres, des poèmes, qui vraiment revendiquent ce truc-là. Des cercles littéraires lesbiens, quoi, à la belle époque. Et donc toute une bande de femmes qui le dit sans aucun problème. Donc c'est la même époque que Mathilde Morny. Mais là où c'est plus difficile pour Mathilde Morny, c'est que cette singularité qu'elle a, d'être très masculine, de plutôt avoir ce qui est considéré comme des loisirs masculins, elle aime la voiture, de s'habiller en homme. Ça, en fait, ça la met en décalage avec elle aurait pu avoir une communauté, en fait. Elle aurait pu avoir des gens, des femmes avec qui elle aurait été amie, etc. Et en fait, elle n'a pas vraiment eu ce truc-là, parce que même pour ces femmes-là, elle a été considérée comme un peu anormale. Et en fait, moi, le truc qui me chagrine avec Mathilde Morny, c'est que j'aimerais bien comprendre comment ça se fait qu'elle est enterrée dans sa sépulture familiale alors qu'elle était vraiment en rupture avec sa famille. Ça, je comprends pas. Parce qu'on ne se lâche jamais du Père-Lachaise, on fait durer le plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre balade avec Camille. En attendant, vous pouvez découvrir son travail sur son compte Instagram Mère-Lachaise. Ou bien vous procurer ses 2 ouvrages Mère-Lachaise, tomes 1 et 2, aux éditions Cambouraki. Vous venez d'écouter Visite Mortelle, un podcast produit de manière indépendante par Raphaël Jaillet et Alexandrine Espinas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à vous abonner. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, @Visite Mortelle au féminin pluriel. À bientôt pour un prochain épisode. Mortelle.